sommes toujours avec vous dans votre matinée week-end qui se poursuit pour parler ce matin des examens. Et oui, on va faire un petit peu peur à nos chers étudiants, gérer le stress des examens. Bien sûr, passer un examen engendre des fois du stress, une peur de ne pas être à la hauteur, tout oublier le jour J par exemple, ou être tétanisé face à un jury. Comprendre pourquoi ce stress existe, c'est apprendre déjà à le gérer et gérer aussi son stress avant un examen. C'est bien la clé de la réussite. Alors pour y voir plus clair et pour faire le point, avec nous en ligne, Madame Fadoua Al-Qabsi, vous êtes coach personnel et professionnel. Vous êtes aussi conférencière et experte en communication. Bonjour Madame Fadoua, merci beaucoup d'être avec nous sur Média. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup. Alors, on va parler ce matin de ce stress des examens. On a tous vécu un stress des examens à une période de notre vie. Alors, tout d'abord, quels sont les signes du stress avant un examen? Donc, comment se manifeste vraiment ce stress? Oui, alors, comme vous dites, nous avons tous vécu un moment de notre vie le stress, et je vais même peut-être choquer si je dis que le stress fait partie intégrante de notre quotidien. Il nous est imposé de toute façon insidieuse par notre mode de vie moderne. Mais néanmoins, il y a des périodes où le stress est plus présent, comme justement la période des examens. Le stress, en fait, du coup, ça m'amène à vous dire que nous sommes tous égaux face au stress, dans le sens où nous sommes tous assujettis au stress, mais au moins nous ne sommes pas tous égaux quant à notre réaction au stress. Et les signes de stress peuvent différer d'une personne à une autre. Globalement, il y a 4 types de signes ou de manifestations de stress. Il y a des manifestations physiques, il y a des manifestations cognitives, émotionnelles et comportementales. Pour les signes physiques, ça va être des tensions musculaires, notamment au niveau de la nuque ou des épaules, l'accélération des battements du cœur, les mains moites ou une transpiration excessive, des démangeaisons, voire des rougeurs ou des éruptions cutanées, comme les boutons, de l'eczéma, du psoriasis aussi. Ça peut être également des maux de ventre accompagnés de diarrhée, de nausées, des maux de tête ou encore une respiration perturbée. Ça, c'est pour les signes physiques. Après, on a les signes cognitifs qui consistent en cette incapacité à réfléchir et à mémoriser. Vous savez, c'est ce fameux trou noir ou le bug du cerveau. La concentration est également perturbée. L'élève ou l'étudiant a du mal à prendre une décision aussi simple qu'elle puisse paraître, comme la décision de se mettre à réviser. Mais aussi une tendance à être négatif dans sa pensée, c'est-à-dire ruminer, avoir un discours négatif. Pour tout ce qui est émotionnel, on va parler de quelque chose qu'on connaît tous, comme l'irritabilité, la nervosité, la mauvaise humeur et l'impatience, par exemple. Et puis, au niveau des comportements, on aura des signes comme des problèmes de sommeil. Il y a des gens qui vont peu dormir, il y a d'autres personnes qui vont trop dormir. Des perturbations aussi au niveau de l'appétit, c'est pareil, on peut avoir des fringales comme on peut avoir très peu l'envie de manger. Le stress peut également entraîner des abus comportementaux quant aux petites addictions, comme une consommation excessive de sucre, de chocolat ou de cigarettes. Voilà, globalement, les signes du stress, mais encore une fois, qui diffèrent d'une personne à une autre. Exactement. Alors, quelles sont vraiment les causes de ce stress et qui sont les personnes vraiment concernées? Est-ce que tout le monde va vraiment vivre ce stress avant les examens à des niveaux, on va dire, à des degrés? Oui, alors, comme je viens de le dire, nous sommes tous égaux face au stress. Tout le monde va avoir du stress. Et notamment en amont d'un examen, et c'est plutôt sain d'ailleurs d'avoir ce stress juste avant l'examen, parce que cela veut dire que l'étudiant ou l'élève est conscient des enjeux de l'examen. Donc ça va le pousser à travailler. Le stress dans ces cas-là va être positif. Il va être un moteur qui va pousser l'élève ou l'étudiant à travailler, à doubler de vigilance, de concentration, etc. Il y a par contre le stress chronique, qu'on va remarquer ou observer chez certaines personnes et qui va se manifester par les signes qu'on vient de citer. Alors les causes sont multiples. Ça peut être des causes internes particulières à la personne elle-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pensée négative, les ruminations, le discours interne limitant et l'autocritique du genre je suis nul, je n'y arriverai pas, de toute façon mes réponses sont fausses, j'aurai un 0, j'échouerai, etc. Et puis il y
y a des personnes qui aiment avoir le contrôle sur tout et l'examen leur donne une sensation de perte de contrôle sur la situation de l'examen parce qu'ils ne savent pas en gros à quelle sauce ils vont être mangés le jour J. Alors, au lieu de planifier, d'avoir une stratégie de travail pour appréhender et pour mieux appréhender le jour J, ben, ils vont paniquer. Ils vont être victimes de cette sensation de perte de contrôle. Et puis il y a les gens perfectionnistes aussi. Le perfectionnisme, c'est une cause, c'est une grande cause d'ailleurs du stress des examens et évidemment la peur de l'échec. Ensuite, il y a des causes, on va dire, externes ou environnementales, et je vais les résumer dans la pression. La pression des parents, de l'école et de la société qui ne jure que par les notes et les diplômes. Voilà, du coup, l'élève, il sait qu'on attend de lui des notes, des bonnes notes, etc. Et parfois, ces attentes sont élevées. Il y a aussi la comparaison. Certains parents tombent dans ce piège de comparaison avec d'autres élèves qui ont réussi, comme le frère, la sœur, le cousin, le voisin, etc. Et puis parfois, l'élève ou l'étudiant reçoit des remarques humiliantes et parfois insultantes de la part des enseignants et des parents qui font que sa confiance en lui, son estime de lui-même vont baisser et du coup il va stresser davantage en période des examens. Et puis la cause qui fait partie du bon sens, j'ai envie de dire, c'est le manque de révision. Un élève ou un étudiant qui n'a pas révisé et qui a attendu la dernière minute, ben, il va être victime de ce manque de temps, de ce manque de révision et par conséquent il va stresser beaucoup plus qu'un étudiant ou qu'un élève qui a pris le temps de réviser. Bien sûr, en fait, lorsqu'on révise pas, bah, on a l'impression qu'on va vraiment rater l'examen et le stress, il s'installe malgré nous, en fait. Exactement. Alors, quand est-ce que ça devient vraiment problématique, ce stress des examens et quelles sont les conséquences, justement, sur la personne, donc au niveau psychologique, mais aussi sur, on va dire, l'examen lui-même? Alors, le stress, quand il n'est pas un moteur, quand il ne pousse pas l'élève ou l'étudiant à travailler, plutôt il l'accable, il le limite, il devient chronique, il devient parfois même, il se transforme en phobie des examens. Là, ça devient très sérieux. La phobie des examens existe, on ne l'identifie pas facilement, mais la phobie de l'examen, c'est quand on a une inquiétude ou une peur excessive de l'examen, une peur d'être évalué et une peur des conséquences. Et cette peur, elle limite en fait, elle handicape la personne à tel point que la personne, elle ne fait que penser à ça au lieu de travailler sur ça. Du coup, les conséquences, comme on a dit, ça amène aux manifestations du stress dont on a parlé en amont, physique, émotionnelle, cognitive et comportementale. Et au bout du bout, une mauvaise note et un échec. Et le problème, c'est que quand on vit un échec scolaire ou un échec à un examen, si on doit passer une deuxième fois l'examen, la situation s'aggrave parce que le fruit de l'expérience précédente va créer une peur ou va amplifier, en fait, j'allais dire une peur supplémentaire, mais en fait, la peur, elle était déjà là, il va l'amplifier au fur et à mesure, en fait, qu'on passe des examens, cette peur, elle va s'agrandir. Et du coup, là, on peut parler d'une phobie de l'examen. Alors, autre chose, en fait, le rôle des parents et de l'école pour, si on peut dire, prévenir ce stress des examens. Est-ce que peut-être même les parents, vous aviez parlé tout à l'heure de pression, est-ce qu'une pression exercée par les parents, même les enseignants, mène et entraîne ce stress avant les examens? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Le rôle des parents et de l'école est primordial. Les parents et l'école ont un rôle d'accompagnement et de soutien. Et quand on a des parents, par exemple, il y a plusieurs types de parents par rapport à l'accompagnement des enfants en période d'examen. Il y en a qui vont être présents tout au long de l'année. Il y en a qui vont être présents seulement à la période des examens. Et puis il y en a qui sont complètement absents pour des raisons qui les concernent. On ne juge personne, mais parfois il y a des raisons qui font qu'ils sont absents. Les parents doivent soutenir et accompagner leurs enfants en période des examens, mais aussi tout au long de l'année. Comment? Et en les aidant à planifier les révisions, en mettant en place avec eux une stratégie de travail de préparation. Ils les aident à s'organiser dans les révisions depuis le début de l'année. Là, je parle des parents et des enseignants. Depuis le début de l'année, ils leur donnent des astuces, les conseils, etc., pour qu'ils s'organisent au fur et à mesure toute l'année, pendant toute l'année, et ne pas attendre la dernière semaine pour le faire. Ils peuvent aussi les aider à
comment dire, à s'entraîner. Par exemple, si on passe le bac ou le brevet, eh ben, on peut aider l'enfant à s'entraîner en récitant, en travaillant des sujets types ou en répétant, si c'est un oral, par exemple. Et puis, pour les parents particulièrement, ils ont un rôle primordial qui consiste à fournir un environnement favorable à leur enfant pour se préparer à l'examen. On ne peut pas demander, par exemple, à un élève d'avoir de bonnes notes alors qu'il travaille dans un environnement bruyant. Alors que nous, ils travaillent dans un salon où les parents sont en train de regarder leur série préférée, le son très haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu peux pas réviser tranquillement. Voilà, il faut lui fournir un lieu calme, propre et lumineux pour réviser. Et si on habite dans un endroit étroit, eh ben on respecte. Et cette période des examens, ben on va éviter les bruits, on va éviter la télé en la présence de notre enfant qui est en train de réviser. Bien sûr, on peut le faire en sa présence quand c'est son temps de repos. Les parents offrent aussi un environnement favorable en termes d'alimentation. C'est-à-dire, ils aident l'enfant à manger équilibré. Ils lui offrent une nourriture saine qui booste son cerveau. Par exemple, il y a certains aliments qui sont plus propices en cette période d'examen. Ça, c'est le rôle des parents un petit peu d'offrir ça à leur enfant, comme les protéines, les légumes, voilà, les noix, par exemple, etc. Aussi, les parents ont un rôle important de rassurer l'enfant et de booster son moral et non pas de lui mettre le moral dans les chaussettes en lui répétant à la dernière minute: est-ce que tu as bien révisé, est-ce que tu as bien révisé, est-ce que tu as bien révisé. Non, au contraire, il faut lui montrer notre soutien, notre amour inconditionnel, surtout la veille de l'examen. Ça ne sert à rien, enfin, si on a envie de poser cette question: est-ce que tu as révisé, il faut la poser tout au long de l'année et pas la veille de l'examen, parce qu'elle ne fait que stresser l'enfant. On leur montre aussi, quand je dis on leur montre notre amour inconditionnel, c'est parce que la valeur d'un enfant ne consiste pas en sa note à la fin de l'année. Et puis c'est une responsabilité conjointe quand même. Comme j'ai dit, on ne peut pas demander à un enfant d'avoir de bonnes notes si on lui prépare pas, on lui offre pas un environnement favorable. Et si on a la possibilité, on aide notre enfant parce par exemple, un professeur de mathématiques, il va forcément aider son enfant à préparer les maths. Les parents qui ont la possibilité, ils peuvent prendre des cours privés pour aider leur enfant. C'est en ça que ça consiste en fait d'être présent auprès de son enfant et non pas être présent pour lui mettre la pression. Parce que c'est vrai qu'il y a des parents, ils mettent de la pression, mais surtout les 3 jours, on peut dire, ou même les 2 jours avant l'examen. C'est comme si avec cette pression, on va encourager l'élève ou l'enfant, alors que peut-être c'est pas du tout une bonne idée même c'est-à-dire de lui dire tout le temps les mêmes remarques et de répéter les mêmes choses. Tout à fait. C'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus, parce que je suis consciente que tous les parents font ça de bonne foi. Ils ont une bonne intention derrière tout ça. Ils croient qu'ils sont en train d'aider l'enfant. Or, c'est pas du tout ça, en fait. Ils sont en train de le stresser davantage. Comme j'ai dit, l'accompagnement se fait tout au long de l'année. Et puis, au moment où c'est une période de révision juste préalable à l'examen, là, au contraire, il faut être positif. Je dis que l'élève ou l'étudiant doit développer une pensée positive. Il ne peut pas la développer s'il est entouré de personnes qui lui donnent un discours négatif. Exactement. Alors, en fait, pour l'enfant ou pour l'élève, comment lui-même il peut gérer son stress? Est-ce que, encore une fois, donc l'entourage et l'environnement, c'est important, la tranquillité, une bonne alimentation, le fait de s'organiser pour bien réviser. Mais est-ce qu'il y a d'autres points, peut-être, à prendre en considération pour ne pas tomber dans ce piège de stress? Oui, bien sûr, parce que quand même la personne concernée ou la première personne concernée par l'examen, c'est l'étudiant ou l'élève. Donc mon premier conseil, c'est que je demande à tous les étudiants, toute personne qui est assujettie à ce stress des examens, de se réconcilier avec le stress. Le stress est une fonction physiologique commune à tout le monde et qui a un rôle moteur pour nous éviter des dangers, que ce soit réels ou des dangers imaginaires. Mais comme je l'ai dit, le fait d'avoir un petit peu peur des examens, c'est plutôt sain, c'est plutôt rassurant, parce que cela veut dire qu'on va faire de notre mieux pour se préparer à cet examen. Donc, réconcilions-nous avec la notion de stress. Le stress n'est pas forcément un ennemi. Il est un ennemi quand il est chronique. Mais sinon, quand il est, on va dire, léger, c'est plutôt notre moteur.
Alors, mes autres conseils sont surtout des conseils de bon sens, j'ai envie de dire. Il y a la préparation intellectuelle, c'est-à-dire de se préparer dès le début de l'année, en assistant aux cours, en étant attentif pendant les cours, en faisant ses devoirs et ses révisions tout au long de l'année. Et puis avant l'examen, il y a une période de révision, donc il ne faut pas stresser, mais plutôt profiter de cette période de révision pour faire pour réviser toutes les matières, pour retravailler les matières dans lesquelles on se sent un petit peu faible. Il faut faire un planning qui inclut des périodes de travail et des périodes de repos. Alors attention, quand je dis souvent ça, les parents n'aiment pas parce qu'ils croient que je dis reposez-vous pendant une journée entière ou une demi-journée. Non, je veux dire juste dans une journée de travail, il faut prévoir une demi-heure ou une heure de repos en dehors des périodes où on s'arrête pour manger ou pour dormir. C'est-à-dire une période, une petite heure où l'enfant ou l'élève va sortir un petit peu, va s'oxygéner, va peut-être aller voir un ami. Il aura besoin de ça pour se ressourcer et recharger ses batteries. Donc ça, c'est par rapport à la préparation intellectuelle qui est primordiale. Ensuite, il y a la préparation physique et psychologique. C'est-à-dire, comme on a dit, manger sainement et dormir suffisamment, eh bien, ça va faire que l'élève ou l'étudiant, il est beaucoup plus en forme le jour de l'examen. Alors que quand on touche aux heures de sommeil, eh ben, on augmente la fatigue. Donc, il faut dormir, comme d'habitude, on va dire, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, dormir beaucoup n'est pas bon non plus, c'est un signe de stress. Il faut donner à votre corps le nombre de sommeil dont il a besoin habituellement. Ensuite, il faut, comme j'ai dit, oxygéner le cerveau en faisant une marche, du vélo, de la trottinette, promener son chien, enfin comme on veut, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que le cerveau, il a besoin de s'aérer, il a besoin d'oxygène, donc il faut lui donner cet oxygène en s'aérant dehors, ou alors en pratiquant n'importe quelle activité physique, surtout si on a l'habitude de le faire tout au long de l'année, mais aussi la respiration. Et là, je souligne ce mot respiration, parce que je remarque en fait quand les élèves et les étudiants passent un oral, je suis membre de jury dans certaines écoles, et puis je remarque que l'orateur en fait il est en apnée parce qu'il respire du thorax et avec le stress cette respiration elle est accélérée. Exactement. Ça nous arrive même nous sans les examens lorsqu'on stresse. C'est-à-dire... Exactement, ça arrive à tout le monde, quelqu'un qui va monter sur scène pour donner une performance, quelqu'un qui va être face à une caméra ou un micro pour enregistrer, ça arrive à tout le monde, mais ça arrive aussi aux élèves et aux étudiants, ils ont ce problème de respiration. La solution, elle est très simple, elle est à la portée de tout le monde, c'est de pratiquer la respiration abdominale, la respiration par le ventre. Donc cette respiration ventrale, c'est le moyen le plus efficace et le plus simple et qu'on peut pratiquer partout, le matin quand on se réveille, quand on est dans la salle d'examen, parce que c'est quelque chose de discret, on peut le faire n'importe où. Donc faites-le, 3 petites respirations ventrales vont réduire considérablement votre stress. Et puis ça m'amène à parler du jour J justement. Le jour J, déjà préparez-vous la veille, préparez-vous, on va dire, votre matériel. Si vous avez, par exemple, un oral à passer, préparez votre tenue, une tenue confortable, une tenue adaptée, parce que le fait de réfléchir à ce que vous allez mettre le matin même, ça va vous déclencher, ça va stresser, ça nous stresse. Exactement. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on n'a plus rien à mettre, alors qu'on a une armoire qui est pleine de vêtements. Ou alors, ou alors le vêtement qu'on veut mettre, il y a un bouton qui manque, ou il y a une tache, etc. Donc préparez la tenue la veille. Préparez également le sac et la trousse. Il ne suffit pas d'avoir un stylo et une règle. Si vous avez un examen de maths, vous aurez besoin de votre compas, de votre équerre, etc. Donc préparez votre matériel la veille. Préparez votre convocation, votre pièce d'identité, votre bouteille d'eau. Le cerveau, il a aussi besoin d'eau. Et puis, le jour J, quand vous êtes dans la salle de l'examen et que la feuille de l'examen est posée sur votre table, prenez le temps de respirer et de lire et relire et décortiquer le sujet avant de vous lancer dans l'écriture des réponses au risque qu'elles soient hors sujet. Parce que comme vous êtes encore sous l'effet du stress,
vous pourrez tout de suite capter juste un mot dans l'énoncé et commencer à répondre alors que c'est pas du tout ce qui est demandé. Donc prenez le temps de respirer. Personnellement, c'est une technique que je pratiquais quand j'étais étudiante. Je ne savais pas encore que c'était scientifiquement que c'est ce qui est recommandé. Que c'est ce qui était recommandé, mais c'était quelque chose que j'avais testé et qui m'avait vraiment soulagée et ça m'aidait à réduire mon stress. Donc je respirais profondément et je ne regardais pas la feuille de l'examen jusqu'à ce que mes palpitations se calmer. Voilà, je sentais que j'étais dans un état de calme absolu. Et après, je répondais et comme par hasard, je finissais parmi les premiers. D'accord, Madame Fadwa Kamsi, mille merci à vous. Hein. C'est d'ailleurs un petit peu, on va dire, la période des examens dans certains pays. Au Maroc, c'est bientôt. Donc, merci beaucoup pour toutes vos précisions sur ce sujet, comment gérer son stress avant les examens. Mille merci à vous. Je rappelle, vous êtes coach personnel et professionnel. Vous êtes également conférencière et experte en communication. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.